Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre podcast Changeons de mentalité, faisons différemment, le podcast qui aborde l'expérience client, son impact dans divers domaines d'activité et vice-versa. Le podcast qui a pour but de vous éduquer, de vous former, de vous motiver, de vous inspirer et de créer de l'impact dans vos esprits en ce qui concerne l'expérience client. Alors aujourd'hui, c'est le 4e et dernier épisode de cette saison, mais ne vous inquiétez pas, on vous revient avec une saison 2 avec des invités et des thématiques encore plus intéressantes et des invités beaucoup plus intéressants. Mais si vous avez manqué les 3 derniers épisodes de cette saison, je vous invite à vous connecter sur votre chaîne YouTube Culture Client 237. Pour le premier épisode, nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Rita Inzier, qui nous a parlé d'expérience client et expérience collaborateur. Pour le deuxième épisode, on a parlé d'expérience client et d'intelligence artificielle avec Monsieur Guy Ganga. Pour le troisième épisode, nous avons parlé d'expérience client et qualité de vie au travail avec Madame Régine Love Moukeke. Et pour ce 4e épisode, nous parlerons de service client, service à la clientèle et gestion du stress. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir, je suis sûre même que vous l'avez reconnu. Pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, il est médecin psychiatre, chercheur en santé mentale, enseignant de psychiatrie à l'Université des Montagnes. Il est également co-auteur du livre Urban Mental Health in Africa avec Johns Hopkins Press aux États-Unis. Et il est également éditeur pour le journal Global Mental Health en Angleterre. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Michael Toghem. Docteur Toghem, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Merci Karine, merci pour l'invitation. Et bonsoir à tous. Alors, travailler dans le service à la clientèle, on le sait, c'est souvent source de stress. J'ai même envie de dire que le stress est pratiquement incontournable. Vraiment, pour avoir travaillé là-bas pendant 3 ans, moi j'étais chargée de clientèle pendant 3 ans. Donc, je sais ce que c'est. Le stress est vraiment incontournable quand on travaille dans le service à la clientèle. C'est pas toujours évident. On reçoit des clients qui sont parfois difficiles à gérer. On a une charge de travail intense qui peut parfois être très élevée. Et si on n'arrive plus à s'organiser ou à prioriser le travail, là, du coup, on se retrouve totalement stressé. Que l'on soit en front office, que l'on soit en back office ou même en centre d'appel, pour les personnes qui travaillent dans le centre d'appel. On a également des cas où on veut bien faire les choses, on veut même bien faire le travail, on veut bien servir les clients, mais on n'a pas de ressources ou alors les ressources sont limitées. Et ça aussi, ça peut devenir une source de stress. De toute façon, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Mais toujours est-il que ce stress a forcément un impact sur la santé des agents de front office. Ça a également un impact, bien évidemment, sur les performances du service de l'entreprise et un impact sur l'expérience que l'entreprise délivre aux clients. Et entrons donc dans le vif du sujet, Dr Toghem, est-ce que tu peux commencer par nous définir déjà c'est quoi le stress et quels en sont les principaux facteurs déclencheurs en général? Non, ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle de stress, il s'agit de toute expérience qui est vécue comme étant désagréable. Ça, c'est la définition la plus terre à terre. Tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on fait, qui crée un ressenti désagréable, correspond à un stress. Donc, que ce soit du plus grave comme une menace de mort ou le fait de goûter à une nourriture qu'on trouve dégoûtante, tout ça, ça relève du stress. Ou même le simple inconfort même de parler en public, ou même l'inconfort de devoir, c'est pas tout quoi. Même souvent, quand on reçoit une bonne nouvelle, on remet les bulletins là. Quand on dit que tu es président, je vais au podium prendre ton bulletin. Bon, c'est une célébration, mais ça peut être vécu comme un stress. Ouais. Dans la vie. Donc, tout ce qui est vécu comme étant ce qui nous met mal à l'aise, que ce soit vu comme positif ou négatif, là n'est pas la question. Tout ce qui vraiment crée une expérience désagréable, c'est un stress. S'il faut revenir sur les facteurs qui contribuent à subir le stress, en fait, c'est une dynamique entre plusieurs éléments. C'est ça, la nature du vivant, parce que rien n'est isolé. Donc, parmi les différents éléments-là, les principaux éléments qui entrent en jeu,
il y a déjà les prédispositions qu'on a. Parce que par rapport à mon background, quand on parle par exemple de l'expérience client, par exemple, s'il faille imprimer un document pour un client, celui qui connaît imprimer est moins stressé que celui qui ne connaît pas imprimer. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu en termes d'expérience. Ça peut aussi être que c'est une situation qui est nouvelle pour toi, donc qui a déjà connu ça, va mieux gérer. Donc, il y a en gros les prédispositions en termes de tout ce qu'on a qui nous prépare à gérer la situation qu'on vit. Après, maintenant, il y a des attitudes qu'on a souvent à gérer, ce qu'on appelle souvent une forme de tolérance au stress. Ça veut dire notre capacité à résoudre les problèmes qu'on rencontre. Et après, maintenant, il y a la taille du problème en lui-même. Parce que on a beau avoir tous les atouts, on ne sait pas toujours sur quoi on va tomber. Et fonction sur ce qu'on tombe, ça peut influer en aggravant ou en atténuant le ressenti stressant qu'on a. Donc, quand on parle de facteurs qui entrent en jeu, c'est vraiment une dynamique entre les trois. Là. Maintenant, dans les prédispositions, bien sûr, là, on parlait d'expérience. On parle en tant que quelqu'un qui est en contact avec un client. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs. Par exemple, si j'ai fait un paludisme, par exemple, je serais moins apte à gérer une situation qui s'est présentée à moi. Et donc, comme je n'arrive pas à gérer, ça me stresse encore plus. Et quand si on parle de paludisme, on peut aussi parler de toute autre maladie, comme les maladies mentales et tout autre. Donc, en fait, c'est en résumé les prédispositions, notre aptitude intellectuelle à analyser, à prendre des décisions au moment opportun et ce qui se présente à nous. Donc, c'est la dynamique entre, c'est la dynamique entre les trois là qui peut donner lieu à donner une naissance en fait à une expérience stressante. Ça, c'était en règle générale. Maintenant, en particulier, parce qu'il faut qu'on fasse quand même le lien avec véritablement dans le service à la clientèle, c'est quels peuvent être les facteurs de stress. C'est vrai que j'en ai déjà émis certains tout à l'heure dans mon propos introductif. J'ai parlé des clients qui sont difficiles parce qu'on a des cas où quand tu reçois un client qui n'est pas content, un client qui est insatisfait, il vient avec son problème, il n'est pas content, il crie, il veut une solution rapidement. Parfois, il ne t'écoute même pas, il ne veut même pas comprendre ce que tu as à lui dire. Ça peut être. Ça peut être un facteur de stress. Oui, très bien, Karine. S'il faut être maintenant plus spécifique par rapport au contact avec le client, oui. il faut déjà définir l'environnement dans lequel on travaille. Okay? Parce que l'environnement est un grand déterminant sur le ressenti qu'on a de l'expérience travail. Un client vient qui veut qu'on lui imprime un document et qu'on n'a pas mis à disposition de l'encre, par exemple. Vu que c'est celui qui doit imprimer qui reçoit la demande, il va se sentir stressé. Et c'est clair qu'il aurait été moins stressé si l'encre était disponible et lui permettant de travailler. Donc ça, c'est un exemple. L'autre élément aussi, c'est tout le matériel peut être là, mais il y a les rapports entre les hommes dans l'environnement de travail. Si on a un collègue qui, très souvent, ce sont des boss qui sont toujours en train de crier dessus, de vous crier dessus. Ça, par contre, c'est un environnement qui est tel que on est tendu, on est hostile et très vite, ça peut déborder au moindre stimuli négatif. Donc, du côté de l'entreprise, du cadre, en fait, et dans la culture, là, on a publicité les rapports entre les hommes, ça peut être aussi la charge de travail, ça peut être les horaires de travail. Si on travaille de jour, parce que la nuit, le corps est en train de dormir. On n'est pas forcément prédisposé à gérer les situations. Donc, et ça dépend aussi du type du type de service qu'on ouvre, par exemple. Okay? Parce que si on est je sais pas trop quoi, si quelqu'un travaille dans une boulangerie, par exemple, et qu'il est en cuisine, et c'est celui qui fabrique les pains, là-bas, il fait chaud, et qu'il fait chaud, c'est difficile le cerveau n'est pas à l'aise, c'est difficile de prendre des décisions, difficile de gérer le stress. Donc, on est tendu qu'il fait chaud. Mais c'est dans un environnement où on est dans un bureau plutôt cosy, avec la clim, de l'eau, un peu de tout. Ça aussi, ça a son effet, en fait. Donc, il y a l'environnement, il y a la culture au travail. Oui. Et maintenant, après aussi, à l'échelle individuelle, il y a la compétence. Parce que si je n'ai pas la compétence pour résoudre un problème qui se présente à moi, je me sens stressé.
Mais si j'ai la compétence pour le faire, ça passe plutôt vite. Et à ce sens-là, la formation du personnel est un atout aussi pour diminuer le stress. Formation continue du personnel, que ce soit institutionnel par l'entreprise ou à l'initiative de l'individu lui-même, vu que les deux ont, en fait, les deux doivent être présents. En fait. Donc, il y a déjà ça. Et après aussi, maintenant, il y a le lien en lui-même. Fonction du type d'industrie dans laquelle on se trouve, on est plus ou moins susceptible d'être exposé à des situations stressantes. Par exemple, le corps médical est connu pour être un domaine où il y a beaucoup de stress exigeants et ça peut même dégénérer en fait. Après, il y a aussi des corps comme l'armée. C'est très stressant, c'est évident. Donc, on ne peut pas comparer le genre de demande qu'on a dans l'armée ou dans le corps médical avec celui qu'on aurait si on était hôtesse, par exemple. C'est aussi stressant, mais on ne peut pas comparer tout ça. Et c'est pour ça qu'on va voir que pour ces métiers, on va voir que les gens ont plus ou moins développé des pathologies psychologiques ou psychiatriques liées au travail. Donc, c'est vraiment une dynamique entre tous ces différents éléments-là. Et bien évidemment, l'autre là, on ne peut rien y faire. Il y a les comportements des individus qui se présentent à nous. On ne pourra jamais anticiper tout ce qui va se présenter. Mais bon, on fait avec. Effectivement, docteur Togem, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je vais revenir sur deux choses. Alors, je vais revenir par ce par quoi tu as terminé, les comportements des individus. On ne peut rien y faire, malheureusement. Mais il y a des cas où je reprends encore le cas d'un personnel, d'un agent de front office qui reçoit un client qui n'est pas content, qui vient se plaindre que par exemple, son abonnement Internet, il a renouvelé, mais ça ne marche pas, ou quelque chose comme ça. Les comportements des individus, c'est vrai qu'on ne peut rien y faire. Et ça, tu as des cas où, donc, quand tu reçois ce genre de client, il y en a qui ne savent pas gérer ce type de cas. Qui vraiment, quand le client est énervé, ça stresse l'agent de front office et ça le stresse tellement que lui aussi finit par s'énerver contre le client, ce qu'il ne devrait pas faire. Donc, tu as vraiment des cas comme ça où l'agent de force civile ne sait pas gérer, ou alors il ne se dit pas que peut-être il peut faire appel à un collègue à côté parce que lui-même il sent déjà que ça y est, la moutarde monte, la fumée sort de la tête, il n'en peut plus, sinon il va devenir violent ou agressif. Et ça rejoint également un autre facteur dont tu as parlé qui est la formation du personnel. Parce que quand le personnel n'est pas compétent, quand le personnel n'est pas formé effectivement aussi à la gestion du stress, parce que la gestion du stress, c'est toute une formation également quand on travaille dans le service de la clientèle, parce que comme je disais, c'est incontournable dans ce domaine-là. Si tu n'es pas formé, si tu n'as pas reçu la bonne formation, c'est clair que tu ne vas pas t'en sortir. Tu parlais donc de compétences du personnel. Je ne vais pas seulement parler de la gestion du stress, mais tu as le cas où l'agent de front office ou bien tu prends un commercial ou un vendeur qui ne maîtrise pas les produits, les services de l'entreprise qu'il doit vendre. Et quand un client donc lui pose des questions, ben, il ne sait pas quoi répondre. Il hésite parce qu'effectivement, il n'a pas la compétence ou alors on ne l'a pas formé, il n'a pas la maîtrise du produit ou du service. Et effectivement, là, ça devient une source de stress, il transpire et tout. Tu parlais également de l'environnement. Le boulanger qui, voilà, effectivement, lui, dans ses fours là-bas, c'est vrai que ça chauffe. C'est pas évident. Et tu as le cadre d'entreprise, on va dire, qui se retrouve dans son bureau. Et encore que docteur Togem, j'ai envie de te dire que même le cadre d'entreprise est dans son bureau climatisé. Quand il est stressé, là, on ne sent plus la clim, là. On ne sent plus le climatiseur. En tout cas. On transpire, hein. Tu as chaud. Là, tu ne sens plus du tout la clim dans ton bureau. Ouais, c'est vrai. D'accord. Quel est l'impact donc du stress sur l'agent de front office, en fait, et par ricochet sur l'expérience dont on délivre au client? C'est quoi l'impact sur, forcément l'impact sur sa santé, mais est-ce que tu peux un peu développer, c'est quoi l'impact sur l'agent de front office qui est stressé? Et forcément, comme on disait tout à l'heure, ça a un impact sur l'expérience qu'il délivre au client. Donc, ce qu'il faut dire en termes de répercussions sur l'individu qui vit le stress et l'entreprise en général, c'est qu'il faut déjà tenir compte du fait que la plupart des entreprises sont dans un environnement compétitif. Okay? Et si celui qui délivre le service
vit le stress, le client le ressent. Et s'il le ressent, bon, il y a plus de chances qu'il aille ailleurs, où le contact est plus confortable. Ça peut contribuer à le faire aller ailleurs. Donc, ça fait qu'on perd en clientèle, qu'on perd en chiffres et tout ça. Maintenant, ça veut dire que l'entreprise pourrait perdre de ces situations stressantes-là. Et après, maintenant, au niveau de l'individu qui a vécu le stress, le risque à l'échelle individuelle, c'est déjà que, bon, OK, qu'il se fasse les conséquences. Déjà, ses supérieurs vont réagir comment par rapport à ce qui s'est produit là. Ça peut impliquer toutes les sanctions qu'on connaît, disciplinaires, financières, ou même au pire des cas, la perte de son poste. Maintenant aussi, à l'échelle individuelle, on peut avoir des conséquences d'ordre de... Alors, en fait, ça peut atteindre la santé de l'individu. Les corps de métier où c'est choses courantes, où on voit ça tous les jours, c'est le corps médical et l'armée. Mais ça arrive aussi des autres corps de métier, on en reçoit tous les jours. Des gens qui, à cause de l'environnement de travail, qui fait qu'en termes de ressources émotionnelles, sont déjà limites. Les clients qui viennent encore ajouter pour eux dessus, ça déborde et on se retrouve à l'hôpital. Donc, c'est un peu ça. Et si on se retrouve à l'hôpital, ça fait une main-d'œuvre qualifiée qu'on perd. Ça aussi, c'est ce que l'entreprise perd. Parce que de toute façon, les personnes qualifiées ne courent pas les rues. Donc, en termes de répercussions sur l'individu et sur l'entreprise, grosso modo, c'est ça. L'entreprise peut perdre ses chiffres et l'individu peut être en péril de sa santé. Ok, effectivement, l'impact sur l'individu, c'est forcément, et j'ai même d'abord envie de dire en premier lieu, même sur en premier lieu sur sa santé. Et l'entreprise, pour elle, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que l'entreprise perd non seulement ses clients, parce que oui, un client qui fait face à un agent de front office qui est stressé ou qui a l'air de ne pas maîtriser ses produits ou ses services ou qui a l'air de ne pas maîtriser son travail, c'est clair que le client va se demander que mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a pas été formé, il donne l'impression qu'il ne maîtrise pas et forcément, il va partir là où, si jamais c'est un domaine, c'est un secteur d'activité concurrentielle, bien évidemment, il va partir là où il va se dire que non, je pense qu'aller là-bas, aller ailleurs, c'est mieux, mais parce que ici, là, vraiment, vous avez l'impression que vous ne connaissez pas votre travail et c'est vrai que ça fait perdre les clients et ça fait perdre de l'argent et ça fait également perdre à l'entreprise bon, maintenant, dans le cas où le personnel est qualifié, ça peut faire perdre l'entreprise dans le cas où le personnel est qualifié, peut-être parce que la charge de travail est très élevée. Non seulement la charge de travail est très élevée, il faut pouvoir être sur plusieurs fronts en même temps et on reçoit des clients qui sont vraiment difficiles, donc ça stresse et puis ça vire à quelque chose qu'on ne peut plus contrôler parce que parfois, humainement, on se dit non, ça va aller, je vais gérer, je vais pouvoir gérer le stress, je vais y arriver, je vais tenir. Et en fait, on se rend compte que après, le corps qui lâche parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas tout contrôler, malheureusement, et on se retrouve à l'hôpital. Est-ce que le stress débouche sur une dépression, un burn-out? En fait, le stress peut déboucher sur tellement de choses en fonction des prédispositions qu'on a. Okay? Les conséquences, déjà avant d'arriver même à l'étape de maladie, il y a d'autres conséquences. Parce qu'un employé qui est stressé est moins efficace. Il est moins productif. Même s'il n'a pas de maladie, il est moins productif. Et ça peut m'empoisonner les rapports avec les collègues. Et ça encore, c'est d'autres conséquences qui sont difficiles à mesurer. Après, maintenant, il y a ces deux phénomènes qu'on connaît très bien, le présentéisme et l'absentéisme. Le présentéisme, c'est celui qui est là mais qui ne fout rien. Ouais. Ça, c'est des choses fréquentes qu'on rencontre dans la situation de stress. L'absentéisme, maintenant, c'est des maladies qui vont naître là et qui vont faire que le gars ne se présente pas. Parce qu'à cause du stress, il est vulnérable, comme le diabète, l'hypertension, il y a un tas d'autres maladies. Okay? Et même si, quand je dis même vulnérable, c'est du sens où il pouvait avoir son diabète, il pouvait avoir son hypertension, c'est bien contrôlé. Mais parce qu'il est stressé, sa tension monte, il est obligé d'aller à l'hôpital voir son cardiologue. Et à ce moment-là, il n'est pas au travail. Parce qu'il est stressé, sa glycémie monte, il est obligé d'aller à l'hôpital voir son médecin, alors à ce moment-là, il n'est pas au travail. Donc, il y a des trucs comme ça qu'il faut noter. Après, maintenant, même des cas où c'est aussi fréquent, des cas de mal d'estomac. Quand tu es stressé directement, ton estomac commence à faire mal. Tu cours, tu pars à l'hôpital voir ton médecin, au lieu de t'appeler de travailler.
Donc, et tout ça. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle des problèmes de santé. Les problèmes de santé, ça peut être un symptôme isolé qui est du stress, peut-être le mal de tête, le mal de dos. Euh, en fait, des petits trucs comme ça, ton sommeil est troublé, tu te sens un peu fatigué, tu n'arrives pas à travailler, tu n'es pas à l'aise, tu n'arrives pas à travailler comme tu travaillais avant. Tu n'as pas Donc, et tout d'appétit ça, aussi. ça crée des manques à oui, oui, tous des troubles d'appétit. Soit on va trop manger, soit on va trop peu manger. Et tout ça, Mhm. ça crée des manques à gagner. Bon, peut-être après, dans la discussion, on va voir comment on peut gérer ça. Mais dans les cas maintenant extrêmes, ça prend la forme de maladie mentale. Et là, les maladies mentales, là, ça peut être de tout genre, mais les formes qui sont les plus souvent secondaires au stress lié au travail, en premier, c'est le burn-out. Et après, on a les plus fréquents. Et il faut dire quand même une particularité, bien qu'on dise très souvent burn-out, le burn-out en soi n'est pas une maladie mentale, mais c'est une condition qui prédispose à des maladies mentales, qui prédispose fortement à des maladies mentales. OK. C'est pour ça qu'on doit y accorder de l'attention. Ce n'est pas une maladie mentale en soi, mais c'est une condition qui prédispose fortement à des maladies mentales. Et dans cette condition-là, déjà, la productivité est déjà très faible par rapport à la productivité qu'on a à l'habitude. Ce qui fait que ça devrait interpeller les entreprises d'avoir un personnel qui souffre de burn-out. Maintenant, ça peut donc déboucher très souvent sur le trouble anxieux ou la dépression. Et maintenant, après, exceptionnellement, ça c'est plutôt très rare, mais ça arrive quand même, c'est que si quelqu'un avait un gène de trouble bipolaire ou de schizophrénie c'est grosso modo les gens qu'on voit manger à la poubelle. Donc s'il avait un gène qui le prédispose à ça, peut-être c'est le stress sur le travail qui va venir déclencher ça. Wow. Donc à ce moment-là, ce n'est Oui. pas que l'effet du travail, mais s'il avait cette vulnérabilité-là, les conflits au travail peuvent être ce qui va déclencher sa maladie mentale qui était là, qui était dormante. Oui. Mais par contre, la différence avec le trouble anxieux et la dépression, c'est que ces deux-là peuvent être entièrement secondaires au problème de travail, même s'il n'y avait pas de prédisposition, en fait. Mhm. Donc, et à ce titre-là, quand on parle de prédisposition génétique, à ce titre-là, donc, ça peut déboucher sur n'importe quelle maladie mentale, à partir du moment où on avait des prédispositions, et c'est le stress au travail qui a servi comme déclic. Mais ça, par contre, ça reste plutôt très rare. Ce qui est très fréquent, c'est qu'un autre va déboucher sur soit un trouble anxieux, soit une dépression. Et il faut dire qu'habituellement, on est à peu près 15%, 15% des travailleurs qui ont une maladie mentale. On peut dire que c'est chose très fréquente. Ouais. De tout ce que tu retiens, de tout ce que je retiens, docteur Togem, c'est que le stress n'est pas une bonne chose, c'est dangereux. Je retiens juste que c'est dangereux et Oui. tu sais, et c'est quand tu suis toutes ces maladies-là que effectivement, c'est vrai, en fait, il suffit de peu pour que j'ai envie de dire quoi, que ça déglingue tout dans le corps. Tu as parlé du mal de dos, tu as parlé du mal d'estomac, tu as parlé des troubles anxieux, tu as parlé du manque d'appétit, de la perte de sommeil. Et parfois, même, on ne s'en rend même pas compte. On se dit non, juste bon, je ne dors pas bien ces derniers temps. Mais parfois, on ne s'en rend même pas compte que c'est parce qu'on est stressé. On ne se rend pas compte que c'est parce qu'on est stressé, peut-être au bureau, ou on est stressé, je ne sais pas, par quel problème personnel qu'on n'arrive pas à gérer. Bah, toujours est-il que le stress en lui-même n'est vraiment pas une bonne chose et qu'il faut éviter au maximum. Est-ce qu'il n'y a pas des actions qu'une entreprise peut mettre en place, des choses qu'une entreprise peut mettre en place quand même pour créer l'environnement le plus favorable possible, le plus positif possible en fait, pour le bien-être mental de ses employés? Bon, la réponse, elle est oui, il y a des choses qui peuvent être faites. Mais avant qu'on arrive même là, j'aimerais revenir sur un truc concernant les conséquences du stress. Une chose qu'il est important de rappeler dans le contexte camerounais, c'est que les gens gèrent habituellement le stress au Cameroun avec l'alcool. Et l'alcool, ça crée encore plus de dégâts. À Ça peut ça, entraîner. à ça. Pardon? Oui, donc Non, ça peut je dis à entraîner. ça pour dire que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je valide. Oui, oui, l'alcool, ça peut entraîner. L'alcool, à lui seul, est responsable d'au moins 200 pathologies médicales. Au moins 200. C'est 200? un. Oui, 200 pathologies médicales. Donc, l'alcool représente un réel problème.
c'est un scandale vu les conséquences sanitaires que ça a au Cameroun. Bon, malheureusement, les gens n'ont pas l'air d'en être conscients. Donc maintenant, s'il faut revenir dans bon, entre autres, l'alcool peut même conduire au suicide. C'est un principal facteur de suicide. Donc maintenant, s'il faut revenir sur les choses qui peuvent être faites pour, et, pour juguler le stress, pour temporiser le stress, pour éviter qu'on en arrive à des extrêmes. La première chose, en tant qu'employeur, en tant que quelqu'un qui réunit des gens, quand on a des gens autour de soi, il faudrait que les attentes soient claires. Donc, les objectifs professionnels soient clairement définis. Et qu'après les évaluations soient objectives, que les gens sentent qu'ils savent exactement pourquoi ils sont là, que ce qu'on attend d'eux est clairement défini. Comme ça, ils sauront ce qu'ils ont à faire et après, ils sauront sur quoi ils sont évalués. Et comme ça évite la confusion et les conflits. C'est la première chose. Deuxième chose, bien évidemment, il faudrait que dans l'environnement de travail, qu'il y ait un sentiment de justice, d'équité, dans le sens où les lois sont claires et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a du favoritisme. Et après, maintenant, il faut aussi dire que tout le monde n'a pas les mêmes atouts, tout le monde n'a pas la même vulnérabilité. Et donc, il faut pouvoir, dans la mesure du possible, une certaine flexibilité. Flexibilité dans le sens où si je suis capable, si je vais au travail et que je sais que j'ai une camarade, j'ai une collègue à qui je peux demander de couvrir pour moi en situation d'urgence, et après je vais couvrir pour elle, on ne dit pas que les gens abusent pour en faire n'importe quoi, mais que je sente quand même que je peux, à un moment, si on m'appelle à l'école pour venir d'urgence voir l'enfant, que je sente que je peux confier ce que je fais là à quelqu'un d'autre, que les choses avancent, le temps que j'ai une urgence avant de revenir. Ok, il y aura moins de situations de panique, il y aura moins d'angoisse liée au travail. Maintenant aussi, il y a un autre aspect qui est souvent délicat, c'est justement quand on parle des, comme il y en aura toujours, hein, des clients qui sont difficiles à gérer. Donc, à un moment, c'est vrai que nous sommes tous là pour le travail et il faut le savoir, le client le voit. Mais à un moment, il faudrait quand même qu'il y ait quand même un certain sentiment d'appartenance pour tous ceux qui font partie d'une entreprise et qu'ils sentent que si jamais ils étaient peut-être accusés justement, même si ce n'était pas un client, qu'on les traiterait pas sans technique. En fait, qu'on les traiterait quand même en tenant compte du fait que c'est ils n'ont pas tort, même si on dit que le client n'a jamais tort, mais qu'ils n'ont pas tort et qu'on les protège quand même. Et après, maintenant, il y a le côté financier, il faut vous le dire, parce que les gens partent au travail, c'est aussi pour chercher l'argent, ou disons en priorité pour chercher l'argent. Donc, si la gestion financière est transparente et qu'elle est en lien avec les thèmes avec les gens, dans lesquels les gens se sont accordés, je crois que ça limite aussi beaucoup de tensions. Donc, grosso modo, on peut dire ça comme ça. Mais après, maintenant, dans les entreprises, il y a un document qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français, habituellement, il y a ce qu'on appelle des policies. Donc, c'est des documents internes qui régissent un peu l'éthique de l'entreprise, les codes de conduite. Souvent, dedans, il y a des rubriques sur... Ou code de conduite, comme tu dis. Voilà, oui. Souvent, il y a des rubriques qui gèrent aussi comment gérer les situations de harcèlement, qui sont des choses fréquentes. En fait, il y a des éléments comme ça, là, et quand il y a ces documents-là, c'est très important parce que quelqu'un peut avoir un problème, il ne sait pas à qui s'adresser. Il faudrait qu'il y ait des mécanismes qui soient prévus pour que les gens puissent venir s'exprimer de façon anonyme. C'est important parce que si ça ne se fait pas de façon anonyme, on ne sera jamais en sécurité de parler. Donc, il faudrait que ce soit possible qu'on le fasse de façon anonyme, sans avoir à craindre en fait, des représailles. Donc, souvent, c'est bon d'avoir conçu de tels documents qui permettent de définir, de limiter certains abus. En fait. Donc, grosso modo, c'est ce que je dirais. OK. D'accord. Alors, pour résumer, mettre en place un code éthique, tu as parlé de code éthique, de code de conduite, les entreprises qui mettent en place des mécanismes pour protéger les personnes qui sont, par exemple, victimes de harcèlement, comme tu as dit, et ça, c'est parfois très, très courant dans les entreprises. Tu as parlé également d'éviter le favoritisme
Un manager ne devrait pas favoriser plus ce collaborateur que ce collaborateur-là. Tu as parlé aussi des attentes claires. Chaque employé devra avoir des objectifs qui sont bien définis dès le départ. Ce n'est pas une histoire où, en fait, c'est au jour le jour que l'employé vient et qui sait, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et est-ce que je vais faire demain? Ça devrait vraiment être bien défini dès le départ pour que les évaluations également aussi soient objectives. Le moment venu, il va falloir évaluer le travail, les performances de l'employé. Est-ce que mettre en place des activités sportives, ça n'aiderait pas, docteur Toghen? Par exemple, des activités Donc, sportives, bien des évidemment, activités ludiques, tu vois? euh, c'est clair, c'est évident que c'est très utile. Du temps, puisque ça permet de resserrer les liens et de créer une ambiance qui est plutôt agréable au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que souvent on va avoir des entreprises où on met carrément une salle de gym, on va pouvoir des activités sportives régulières, et même à l'échelle individuelle aussi. Parce que j'ai compté y revenir à l'échelle individuelle, parce que même à l'échelle individuelle, quand on fait du sport régulièrement, ça augmente la tolérance au stress. Ça veut dire que si on a deux personnes qui ont tout même, à la seule différence du fait que l'un fait du sport, l'autre pas, celui qui fait du sport va être moins sensible au stress. Donc, le sport sera toujours la bienvenue. Après, les activités ludiques qui permettent de resserrer les liens, ça aussi, ça crée une bonne ambiance au travail et ça facilite aussi la communication, d'où ça peut influencer sur la productivité. D'accord. OK. Justement, j'allais te demander, tu as embrayé déjà là-dessus, mais j'allais te demander justement à l'échelle individuelle, en fait, qu'est-ce qu'un agent de front office peut mettre en place lui? Parce que oui, l'entreprise a sa part de responsabilité, mais je pense qu'en tant qu'individu aussi, on a notre part de responsabilité pour essayer au maximum de pouvoir, on va dire quoi, éviter le stress. Et donc, un agent de front office qui veut véritablement délivrer la meilleure expérience à ses clients, tu as parlé déjà du sport, qui est une très bonne chose. À part ça, qu'est-ce qu'il peut mettre? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des techniques? Et est-ce qu'il peut mettre en place quand il est stressé ou bien Oui, enfin, pour éviter le stress? oui, il y a des astuces très intéressantes. La première chose, c'est que quand on est en contact avec le client, comme forcément ça va arriver à un moment ou à un autre, si on a un client qui vous irrite, déjà respirer un coup avant de répondre, parce que la pause qu'on prend avant de répondre, c'est éviter d'être impulsif. Et quand on est impulsif, on ne peut pas maîtriser ce qui va sortir. Donc on peut se C'est dire vrai. que bon, euh, plutôt que de répondre directement, on respire trois fois avant de répondre. L'intérêt, c'est que ça nous permet de prendre une pause avant de réagir. Et là, forcément, on est plus dans le raison et moins dans l'émotion quand on réagit à ce moment-là. Après, maintenant, il est important, si on a une situation qu'on ne maîtrise pas, dont on ne maîtrise pas la gestion, de consulter un collègue qui a une meilleure maîtrise que nous, qui a une meilleure expérience que nous sur cette question-là, pour nous aider ou pour nous éclairer. Et là, on gère mieux la situation. Et après, maintenant, ça peut être plutôt la charge de travail. Bon, peut-être qu'il faudra voir comment déléguer aussi, travailler en équipe. Ça permet de rendre le travail moins pesant. Et après ça, comme on en a parlé au début, la formation continue parce que plus on est apte, moins on a de soucis. Et maintenant, en fin de chaîne, bien évidemment, il y a l'hygiène de vie personnelle qui inclut faire du sport 3 fois par semaine. Et là, on parle de cardio, c'est pas porter les charges. Gonfler les muscles n'agit pas beaucoup sur la santé mentale, c'est surtout le cardio. On a tout comme courir, danser, nager, faire de la marche sportive. Donc, c'est ça, en fait, sauter à la corde. Donc, 3 fois par semaine et avoir un bon sommeil. Bon sommeil, c'est vrai qu'il n'y a pas de durée fixe pour un bon sommeil, mais habituellement, on va se dire, habituellement, on dit en On dit moins qu'il faut 7 heures de avoir temps. 6 à 8 Mais la heures de vérité, c'est que sommeil, même si tu non, dors 5 heures de docteur? temps, l'important, c'est qu'au réveil, tu te sentes reposé et que tu es vraiment impulsé. Pardon? On dit qu'il faut généralement avoir, on recommande 6 à 8 heures de sommeil par jour. Oui, c'est ça que je dis. En moyenne, on parle de 7, mais ce n'est pas une règle universelle.
Le plus important, c'est qu'au réveil, qu'on se sente reposé, qu'on ait l'impression qu'on a bien dormi. Donc, habituellement, pour y parvenir, à moins c'est 7 entre 6 et 8. Mais il y a des gens qui, même à 5, ont ce ressenti-là. Donc, mais l'élément fondamental, c'est que le matin, quand on se réveille, on se sente bien reposé. Et qu'on ait l'impression d'avoir bien dormi. Ça, c'est suffisant. Après, maintenant, bien évidemment, il faut avoir une alimentation équilibrée. C'est vrai, quand on dit ça, beaucoup croient que manger équilibré, c'est compliqué. Je ne sais pas si quand on mange, je sais pas, par exemple, du coquille avec le manioc et une goyave après, ça, le plat devient particulièrement plus cher parce que, bon, ouais, je ne sais pas. Si tu manges du coquille, du concha, et qu'après ça, tu prends une banane, c'est un plat équilibré. Donc, si tu manges comment je le foufou sauce pistache, et que après il y a du bunga, et que même s'il n'y a pas de bunga, sauce pistache sème, avec l'ananas ou la mangue après, c'est équilibré. Tu pilé avec euh, du concombre après, c'est équilibré. Donc, là, équilibré, Docteur, c'est laisse pas comme ça forcément. parce que tu me donnes déjà faim. Laisse comme ça parce que là, j'ai déjà faim. Donc, juste pour que les gens comprennent, quand on dit plat équilibré, il ne faut pas forcément acheter très loin. En fait. Souvent, quand on dit ça, les gens se disent qu'il faut un gros budget pour C'est manger vrai, équilibré. c'est vrai, Donc, c'est vrai. la crudité peut mettre la tomate. Si tu manges une tomate crue, ça sert comme fruit ou légume. Donc, en gros, c'est ça. Ce sont ces éléments-là qui, mis ensemble, permettent d'améliorer notre bien-être, notre tolérance au stress. Et après, maintenant, malgré tout, chacun a sa sensibilité. Il y a des gens qui aiment lire, il y a des gens qui savent prendre du thé, donc il y a des gens qui aiment aller marcher un peu. Donc il faut apprendre à nous écouter nous-mêmes. Et en nous écoutant nous-mêmes, on saura les choses qui nous procurent du plaisir, qui nous permettent de nous sentir mieux. Et ces choses-là, chaque fois qu'on ressent le besoin, c'est le bon moment de le faire. Donc, et après, maintenant, c'est toujours bien, l'homme est un être social, d'avoir un cercle social et dans ce cercle-là, d'avoir au moins une personne avec qui on se sent à l'aise de parler de tout ce qu'on vit, en fait. Parce que le plus important, c'est de se sentir compris quand on parle. C'est ça qui nous soulage. Donc, ouais, grosso modo, c'est ce que je dirais à l'échelle individuelle. D'accord. C'est très intéressant. J'aimerais revenir sur une chose, peut-être même deux. Tu as dit apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître. Et ça, c'est un exercice qu'on ne fait pas toujours et qui pourtant est très important. Apprendre à se connaître ici, qui implique de savoir déjà, de découvrir même par soi-même quels sont les éléments qui me stressent. Parce qu'on devrait savoir que non, je sais que telle chose me stresse, donc il faudrait déjà que je l'évite. Comment faire pour la contrecarrer? Apprendre à s'écouter en se disant que bon, ok, là, je suis fatiguée ou bien là, je suis au bord de l'épuisement. Il faudrait que je mette un stop. Je me repose, je prends un week-end, je m'aère l'esprit, je me coupe du travail, je me coupe de tout, parce que tu as des gens qui ne savent pas se couper du travail. C'est-à-dire que de lundi à vendredi, ils travaillent et même le week-end, ils travaillent, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne prennent pas de pause. Et puis après, ça fatigue justement parce qu'ils n'apprennent pas à s'écouter. Et parfois, on ne s'écoute pas aussi, on sait qu'on est stressé. On sait qu'on est fatigué, mais on tire sur la corde. Beaucoup d'entre nous le font. Moi-même qui suis là, moi je parle, je vais le dire. Moi-même, parfois, je sens bien que mon corps, il lâche, mais je veux toujours dire que non, je tiens, je suis forte, je vais y arriver. Et pourtant, on est en train d'épuiser toutes nos dernières ressources physiques. Et puis après, on se retrouve parfois à l'hôpital. Et c'est pas une bonne chose. Donc, c'est très important quand tu dis apprendre à s'écouter. L'hygiène de vie aussi. On a l'impression que c'est rien, mais c'est très important. Avoir une bonne alimentation, mais c'est hyper important. Faire du sport aussi. Tu as parlé du sport en disant qu'une personne qui fait du sport est beaucoup plus tolérante au stress qu'une personne qui n'en fait pas. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, tu as recommandé, moi j'ai noté, faire du sport 3 fois par semaine. Et ça, c'est hyper important. Tu parlais de l'alcool tout à l'heure, de la bière, docteur. Il faut aussi dire qu'il faut éviter l'alcool. Il faut éviter l'alcool. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Et toutes les drogues, l'alcool, la Voilà, cigarette, la les vie. drogues, exactement. Exactement. Ça aussi, il faut éviter au maximum. Et avoir un cercle social, tu as dit aussi qu'il faut avoir un cercle social, c'est très important. Maintenant, après, tu as des personnes qui sont, je ne vais pas dire timides, mais qui sont introverties.
Tu as des personnes aussi qui sont introverties et qui pourraient avoir un cercle social. Et donc, tu parlais de lecture. Voilà. Pour dire qu'il faut avoir une activité qui te permette de te couper du travail. Ça peut être la lecture, comme tu as dit. Ça peut être le jardinage, par exemple, quelqu'un qui a la main verte, voilà, qui se dit je fais mon jardinage, je fais du jardinage le week-end, ou bien si j'ai un champ, voilà, le week-end, je vais au village faire mon champ, cultiver, bref, pouvoir découvrir des activités qui permettent à chacun d'être bien au maximum, de cultiver vraiment la positive attitude pour repousser au maximum le stress. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je fais du sport déjà et sur mon lieu de travail, quand je sens que ça ne va pas, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute la musique. J'ai la possibilité d'écouter la musique. Quand je sens que ça ne va pas, que je ne tiens plus, j'écoute la musique, par exemple. Moi, j'aime la musique, donc ça me met bien, ça me fait du bien. Donc, c'est entre autres vraiment des astuces que chacun d'entre nous peut développer comme ça pour lutter contre le stress. Docteur Toghem, on arrive vers la fin de l'émission. J'aimerais donc te demander, en tant que client, est-ce que tu partagerais avec nous une anecdote, une histoire que tu as vécue, positive ou négative, et qui t'a marqué en tant que client? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que les expériences négatives en tant que client au Cameroun, c'est plutôt la norme. Par contre, ce qui m'impressionnait, c'était justement d'avoir un cas où c'était vraiment positif. Et je me rappelle, c'est sans publicité, c'était touristique là-bas à quoi, ici à Douala. Donc, j'étais allé pour récupérer un colis qui venait du Nord. J'arrive, je rencontre une hôtesse. Et bon, elle m'aborde, elle me demande ce que. Bon, pas exactement les thèmes qu'elle a utilisés, mais elle m'a demandé en gros pourquoi j'étais là, ce dont j'avais besoin. Je lui ai dit, bon, je viens pour un colis qui est supposé être arrivé du Nord. Bon, elle m'a dit, non, c'est pas ici, c'est du côté de Coty. Mais dans la façon de faire, même dans la mimique, la gestuelle, le faciès, tu sentais vraiment de la bienveillance. La bienveillance. Pas bienveillance à titre d'intimité, mais vraiment qu'on valorise le client, qu'on respecte le client. Et ça m'a toujours marqué, en fait. J'ai une très belle image de l'entreprise depuis ce jour. Et je crois même qu'après les quelques expériences que j'ai eues avec, n'ont pas contribué à déconstruire ça. Vraiment, c'est une entreprise qui est répétée pour être ponctuelle. Et oui, j'ai jamais entendu de vente des concernants. Donc, et ça fait que. Elle est dans mon cœur. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de Yaoundé, mais si je faisais régulièrement, c'est là que j'irais en fait. Parce qu'ils m'ont séduit comme ça. Donc, et dans un nuage de fumée comme celui du Cameroun, si quelqu'un se met à bien faire, vraiment, ça va le démarquer. Raison de plus pour avancer et gagner du marché, si on peut dire ça comme ça. Mais tu l'as très bien dit. Tu l'as très bien dit. Ah bah écoute, merci pour cette anecdote hein, et merci pour la publicité, sans publicité que tu as faite. C'est vrai que, alors j'ai ri tout à l'heure quand tu as dit que le mauvais service client, c'est plutôt la norme au Cameroun. C'est pas faux, c'est la vérité, mais voilà, nous, notre travail en tant qu'évangéliste de l'expérience client, c'est justement d'essayer de changer les choses et de faire en sorte que on prenne conscience que le client, il est roi et que le client est le membre le plus important d'une entreprise. Je dis toujours que sans client, aucune entreprise ne peut exister. Donc, il faudrait que chaque entreprise prenne soin de ceux-là qui, justement, font exister l'entreprise. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Toghem, une fois de plus, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir passé un peu de temps avec moi. Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter par rapport à la thématique? Un dernier conseil, un dernier tips? Bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est que le souhait, c'est que les gens changent de mentalité. Parce que au Cameroun, c'est grave. Il faudrait qu'on change de mentalité. D'accord. Donc, changeons de mentalité et faisons différemment. Voilà. Merci beaucoup. Nous espérons que vous aurez trouvé cette émission très intéressante. Quant à moi, je vous dis rendez-vous à la 2e saison. D'ici là, prenez soin de vous et à très, très vite. Bye bye.